Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le chiffre de la semaine attendu par la planète finance dans son ensemble à 14h30, le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Chiffre particulièrement important parce que ce sera le dernier rapport sur l'emploi américain avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine les 2 et 3 novembre prochains. Une réunion qui pourrait être la réunion du déclenchement formel du tapering, de la réduction progressive et continue des achats d'actifs de la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell, lors de la dernière réunion de la Fed, nous avait dit qu'un chiffre décent sur le front de l'emploi serait sans doute suffisant pour déclencher cette réduction des achats d'actifs de la Fed. On attend un chiffre d'ailleurs supérieur au chiffre du mois d'août. Le consensus des économistes est positionné pour 450, 500 000 peut-être créations d'emplois le mois dernier aux États-Unis. On a déjà eu plutôt des signaux positifs tout au long de la semaine avec le rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé ou encore les inscriptions hebdomadaires au chômage hier qui marquaient un quasi plus bas depuis le déclenchement de la crise pandémique. Rendez-vous donc à 14h30 pour ceux qui suivent en direct l'emploi américain et puis on en parlera bien sûr ce soir à 17h. Et puis deux sujets pour cette édition de la mi-journée du vendredi. Comment choisir ses sources d'information quand on est investisseur actif? On en parlera avec Charles-Henri Devigny, le président de la Fédération française des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Et puis, notre rendez-vous mensuel avec Pascal Séville, les équipes d'Odo BHF Banque Privée, Gestion Privée, cas pratique, qui nous permettra d'ailleurs de remettre en lumière un outil parmi d'autres, l'enveloppe du PEA. L'ambiance est plutôt attentiste sur les marchés avant l'emploi américain en début d'après-midi. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen. Au terme d'une semaine agitée, le CAC s'accorde un break d'ici la publication à 14h30 sur l'emploi de septembre aux États-Unis. La vigilance devrait être de mise. Vigilance dans un contexte malgré tout apaisé grâce d'une part au vote par le Sénat américain d'un relèvement temporaire du plafond de la dette, mais aussi du fait de la progression des marchés chinois. Les marchés chinois qui, pour rappel, étaient fermés depuis 6 jours à l'occasion de la Golden Week. La Chambre haute américaine a donc approuvé par 50 voix contre 48 un projet de loi visant un relèvement du plafond de la dette à 480 milliards de dollars. Il porte donc la limite à 28 900 milliards jusqu'au 3 décembre et permet d'éviter un défaut de paiement dans l'intervalle. In fine, ce texte devrait être voté par la Chambre des représentants mardi avant d'être soumis à la signature du président Biden. Wall Street hier faisait montre d'enthousiasme quant à ce vote. Ces 3 principaux indices ont affiché un gain de près d'1%. En Chine, pour sa première séance après une interruption de près d'une semaine, l'indice CSI a nettement progressé. Le marché semble rassuré par le retour de la croissance dans le secteur des services en septembre. L'indice PMI des services calculé par Kexin Market passe de 46,7 en août à 53,4 et s'éloigne du niveau le plus bas observé depuis le pic de la pandémie de coronavirus l'année dernière. Et puis les marchés ont également profité de l'apaisement du climat avec les États-Unis alors qu'une réunion virtuelle entre Joe Biden et Xi Jinping se dessine avant la fin de l'année. Le rapport sur l'emploi attendu en ce début d'après-midi sera le dernier avant la réunion de comité de politique monétaire des 2 et 3 novembre, date à laquelle le tapering pourrait être annoncé. Jérôme Powell s'est exprimé dans la presse. Il a déclaré qu'il faudrait un rapport sur l'emploi raisonnablement bon afin d'atteindre le seuil fixé par la Banque centrale pour réduire son programme d'achat. Côté valeur, Total Energy caracole en tête dans le sillage de la hausse du baril du Brent. Technip FMC prend plus de 3%, Valourec jusqu'à plus de 4% au cours de la matinée. Et la plus forte baisse du CAC revient à ST Microelectronics sous l'effet de l'avertissement sur les résultats du fournisseur chinois d'Apple, AAC Technologies. Et puis Casino recule, sa filiale de e-commerce Cnova, elle est aussi la maison mère de Cdiscount, a décidé de reporter son projet d'augmentation de capital. Il avait été annoncé en juin, en cause des conditions de marché défavorables. Tendance mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart.
Deux rendez-vous mensuels avec la F2IC et les équipes d'Odo BHF Banque Privée. Charles-Henri Dauvigny est avec nous, le président de la F2IC. Bonjour Charles-Henri, merci d'être là. Et Pascal Sévy, team manager chez Odo BHF Banque Privée. Bonjour Pascal. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Charles-Henri, je commence avec vous. Excellent sujet. Si, parce que là on se sent concerné en l'occurrence. Comment choisir les bonnes sources d'informations quand on veut être un investisseur actif et quand on choisit de prendre en main, en l'occurrence, au moins une partie de ces investissements boursiers? D'abord, le sujet des sources d'information est, je pense, crucial, comme vous le dites, parce que rien que votre introduction est assez parlante. On est en train d'évoquer les hypothèses de ce que va se passer dans la banque centrale américaine, la Fed, le 2 et le 3 novembre, en fonction de l'indice d'emploi aux États-Unis. Et parce que Jérôme Powell avait dit quelque chose il y a 3 jours. Donc on est en train d'analyser à la virgule près la déclaration de Mme Lagarde, de M. Powell, de tel ou tel responsable de gouvernement, comme Mario Draghi ou Emmanuel Macron, et ces choses, pour faire en sorte que... se dire comment on va investir et autre chose. Donc là-dessus, et vous avez une pléthore d'informations. Je veux dire que les sources d'informations, elles sont hyper nombreuses. Au siècle dernier, mais vous n'étiez pas né. On avait quelques. C'est plus juste les pages saumon du Figaro et la Côte des Fossés, quoi. Voilà, ou les Échos. Ou les Échos, bien sûr. Voilà. Maintenant, il y a. Vous allez sur YouTube et vous avez des informations sur la bourse, sur les investissements. Vous allez sur Twitter, vous avez la même chose. Sur Facebook aussi. Sur Instagram. Sur Instagram, je crois. Mais il y a des influenceurs financiers maintenant sur Instagram aussi. Mais je ne suis pas sur Instagram, c'est tous les réseaux, tous les réseaux, et vous avez de tout et de rien. Bon, ensuite, l'éducation financière des Français, elle est quand même encore assez limitée. L'étude de l'AMF de l'année dernière sur qui sont ces investisseurs, vous avez à peine un tiers des Français qui savent que le taux du livret A est à 0,5%. Vous avez encore plus de la moitié des Français qui sont prêts à investir dans un produit qui est à un rendement élevé, entre 3 et 4%, et avec la fiche capital garanti. Ils se disent, on peut y aller, on peut faire confiance, alors que c'est totalement irréalisable, et on le sait pertinemment, que des produits tels quels ne peuvent pas exister. Donc, il y a un vrai sujet sur comment informer et s'informer sur son épargne et sur les marchés financiers. Et avec ce que vous nous dites là, donc allez, on va dire le déficit ou la faiblesse peut-être en matière d'éducation financière chez les Français, couplé à la démesure des sources d'information qu'on trouve aujourd'hui, le principal risque pour l'investisseur, c'est d'être mal informé. Alors, oui, parce que il ne sait pas quelle source choisir. Mais après, l'AMF a sorti l'année dernière un fascicule, comment s'informer sur les sociétés cotées en bourse. Très bien. Le seul problème, c'est que quand vous avez le document de référence, qui est maintenant le document, je ne sais plus, DEU, je ne sais plus ce que ça veut dire comme acronyme. Ça peut faire 400 pages. Le rapport annuel de l'entreprise. Voilà, ça peut faire 400 pages. Même, vous avez encore cette semaine, j'étais au prix de la transparence organisé par Labrador. Labrador, bien sûr. Ils viendront nous voir prochainement, justement pour parler des prix et du millésime 2021 voilà, prix. Et donc, expliquer que parfois, le document de convocation à une AG peut faire 120 pages. Ouais. Donc, comment voulez-vous qu'un investisseur individuel s'y retrouve? Donc, il faut qu'il y ait des filtres. Et généralement, ces filtres, c'est vous, journalistes, c'est aux sociétés cotées aussi, de faire un effort. Oui, ça c'est la bataille de Labrador en l'occurrence, Charles. Mais c'est qu'un document de convocation pour des actionnaires individuels, il ne peut pas faire 120 pages. Ou alors il faut qu'il soit présenté de manière quand même très claire et transparente. Si c'est 120 pages de photos, ça peut le faire. Non, trêve de plaisanterie, je suis totalement d'accord, mais même pour un investisseur averti et institutionnel, 120 pages, personne ne va les lire, sauf 2 ou 3 analystes financiers qui vont se plonger dedans et qui vont après, justement, diffuser cette information. Digérer cette information. Ils vont la digérer, puis après, ils vont la diffuser. Donc, justement, c'est là-dessus, c'est justement
par ces intermédiaires qu'on peut avoir de la bonne information. Mais après, où la trouver ? Est-ce que c'est sur YouTube ? Est-ce que c'est sur Bismart comme chez vous ? Ou les Échos ? Voilà, ça c'est un point important qu'il faut promouvoir pour que l'information soit la plus clean possible et pour que les gens aient confiance. Mais c'est là où le bas blesse aussi, parce que les gens font maintenant de plus en plus confiance à leurs pairs et de moins en moins confiance aux institutions. Et on le voit aussi. Donc ça joue aussi pour l'information financière. Ouais. Voilà. Est-ce que comment on s'adapte justement aux effets réseau ? On a vu ces effets réseau. Alors ça a été il y a quelques mois en arrière les effets autour de Robinhood, donc la plateforme de trading en ligne américaine dédiée aux millennials, avec une forme de gamification autour de l'investissement boursier. On a vu des effets réseau très puissants se mettre en place au point que certaines valeurs américaines devenaient comme ça la cible, alors d'acheteurs ou de vendeurs, ça dépendait un peu du moment, mais c'est quelque chose d'assez incroyable, où là, j'allais dire, tous les fondamentaux étaient mis de côté. Je me souviens de la conversation qu'on avait eue au mois de janvier sur le sujet, où finalement, celui qui se retrouvait à 240, qu'il avait acheté... C'était AMC ou GameStop GameStop, le mec, il avait acheté à $240, et il s'est replongé juste après, il avait perdu sa chemise. C'est très intéressant, parce qu'on pensait que ça allait arriver en France, on s'était dit qu'à un moment ou à un autre, ça allait arriver en France. On le voit peu, ce phénomène. Moi, je prends par exemple... Cette coordination de masse sur les réseaux sociaux. Prenons exemple sur le forum Boursorama, qui est là depuis plus de 20 ans. Boursorama existe depuis plus de 20 ans. Et il y a un forum actif sur chacune des valeurs. On n'observe pas ce type de phénomène. Alors qu'on aurait pu, depuis 20 ans, avoir une... comment dire ? Une montée en puissance. Une montée en puissance de ces actionnaires individuels pour pouvoir dire, on y va, on investit dans cette valeur, ou au contraire, on plie bagage et on s'en va. Il n'y a pas ce type de phénomène. En France, ça n'existe pas. Alors qu'aux États-Unis, oui, mais en France, non, on ne l'a pas. Et justement, ce qui est toujours intéressant, c'est que les réseaux sociaux, pour les épargnants, dans l'étude AMF de l'année dernière, c'est quand même pas la principale source d'information. Ça demande un filtrage très sérieux, très rigoureux, très important si on veut vraiment choisir les bonnes sources sur les réseaux sociaux. C'est compliqué. Pour ceux qui investissent leur argent, ils savent pertinemment qu'à un moment ou à un autre, il faut aller chercher la bonne information. Alors après, c'est ceux qui se disent « Tiens, je vais investir de l'argent » et qui se trompent de sources d'information et qui vont chez Nabila pour investir dans du Bitcoin. Mais ça, plus de 50 000 le Bitcoin en l'occurrence. Mais l'AMF a tapé sur les doigts de la personne pour dire attention, faites attention pour ces informations trompeuses. Bon, ce serait quoi une ou quelques règles claires justement peut-être à appliquer quand on veut justement faire ce travail d'investisseur actif et être sérieux dans sa démarche, y compris dans le choix de ses sources d'information ? Dans le choix des sources d'information, on voit quand même que au-delà de la presse, l'investisseur va chercher l'information à la source, c'est-à-dire à l'entreprise. Ah oui. Donc là, il y a un vrai travail qui est fait, d'ailleurs, de plus en plus par les émetteurs pour donner une information claire, précise et actuelle de leur situation pour que l'investisseur, quel qu'il soit, institutionnel et individuel, puisse avoir la bonne information. Y compris, c'est ça, une information accessible, alors disponible avec le digital aujourd'hui, ça c'est plus trop le sujet, mais accessible et compréhensible, y compris pour des investisseurs particuliers qui ne sont pas forcément des investisseurs sophistiqués ou professionnels. Elles font ce travail, les entreprises, ces entreprises-là... Les entreprises font ce travail, Voilà, il faut reconnaître qu'une grande majorité d'entre elles font ce travail. Donc ça, c'est important. Après, à l'AMF de considérer si cette information est vraie ou elle est fausse. Mais ça, c'est autre chose. Bon, très intéressant sujet, bien choisir ses sources d'information avec Charles-Henri Devigny, en l'occurrence, le président de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Vous dites
Pascal Sévy, on peut aussi aller voir son banquier. Oui, c'est une source Clairement. d'information, mais bien sûr. J'espère. Oui, oui, un conseil. Un Tout à conseil, fait. Objectif, CGP, fluide. banquier ou autre, Tout à fait. effectivement. On est aussi là Ouais, pour vulgariser le monde financier. 2/3 des épargnants vont voir leur banquier. Ouais, Très bien. bah c'est bien. C'est Mais plutôt un bon après- score. Oui, Moi, je pensais que c'était. Alors- vous m'auriez demandé, j'aurais dit c'est beaucoup moins. Non, mais ils disent 20% régulièrement, 2/3 au moins une fois par Ah an. ouais. Ça nous amène à la gestion privée, Pascal. C'est notre rendez-vous mensuel avec un cas pratique que vous nous apportez chaque mois et qui permet justement de comprendre ces métiers de la gestion privée et de s'informer justement sur la meilleure manière de gérer son patrimoine. Je rappelle que vous êtes team manager chez Odo BHF Banque Privée. Le cas que vous nous présentez ce mois-ci, c'est le cas d'un entrepreneur jeune, Oui, 45 ans à peu près. 45 ans, jeune, Jeune. qui vient de céder son entreprise dans laquelle il avait une participation minoritaire. Absolument. Il a participé en fait à une aventure entrepreneuriale. La boîte était déjà constituée quand il est arrivé, mais il a pu, lui, prendre une participation. Donc, il était salarié de son entreprise et actionnaire à la fois. Alors, vous faites, comme à chaque fois, le diagnostic de son patrimoine. Quel est l'état des lieux que vous avez pu dresser avec ce client, Pascal ? Il vient nous voir juste après la session. Donc, comme d'habitude, on pose toutes les questions pour bien comprendre son organisation patrimoniale. On regarde l'immobilier. Il a déjà une résidence principale. Il a une volonté d'en changer, mais qui peut tout à fait financer par du crédit. Ensuite, on regarde son patrimoine financier. C'est quelqu'un qui avait, un peu comme chacun, quelques comptes épargne à gauche à droite, mais pas de patrimoine financier constitué. Et comme la session a eu lieu, il se retrouve finalement avec un gros montant de liquidité détenu à travers différentes enveloppes. On se rend compte aussi, et c'est là que l'information, c'est quand même très important, que ce monsieur a été très bien conseillé, parce qu'on n'a pas toujours ce réflexe. Et en fait, les 3 enveloppes qui détiennent les liquidités post-cession sont le PEA, le PEA-PME et un compte titre pour les titres qui étaient en nominatif. D'accord. Il n'avait pas pu remplir, mettre toutes ses parts en fait dans les enveloppes de PEA et de PEA-PME. Il faut dire un mot aussi dans le cadre du diagnostic patrimonial que vous avez pu établir. Comment est-ce qu'il a défini ses besoins post-cession, justement, avec la masse de liquidité qu'il a pu réaliser ? C'est très important ce point-là, parce que quand un entrepreneur vend sa société, très souvent, il ne va pas forcément rester dans l'entreprise. Il a passé la main. Quand on a 45 ans, même si on a créé un patrimoine, il faut financer le train de vie, les besoins de la famille, peut-être des enfants, des études futures et autres, avec cette somme. Donc nous, on est souvent confrontés en fait à l'obligation d'investir en tenant compte de besoins réguliers, récurrents qui peuvent arriver. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple. Il reste salarié avec le même niveau de rémunération. Donc la somme qu'il a touchée, c'est du patrimoine long terme à investir. Nous, on adore cette configuration parce que ça nous laisse beaucoup plus de liberté dans l'allocation qu'on va proposer ensuite. Pourquoi vous dites qu'il a été bien conseillé ? Parce que justement, les parts, les actions de l'entreprise qu'il détenait ont été mises dans ces enveloppes PEA, PEA, PME, Pascal. En fait, on n'y pense pas toujours. Mais bon, peut-être petit rappel sur le PEA, donc plan d'épargne en action. C'est un outil qui a été créé en 92 pour inciter les Français, les épargnants, à investir plus sur les actions. La vocation, c'est action européenne, mais la vocation, c'est action européenne cotée et non cotée. Alors, quand on dit européenne, c'est le siège dans l'Union européenne, et on ajoute la Norvège, l'Islande, et je ne sais pas pourquoi le Liechtenstein. Je ne suis pas certaine qu'il y ait des montagnes de sociétés cotées, mais très bien. Et donc, le UK, attention, le Royaume-Uni n'est plus, évidemment, maintenant éligible. Ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, d'arbitrage à faire dans les PEA. Les plafonds de versement... En fait, entre le PEA et le PEA-PME, qui est le petit frère du PEA, on peut monter jusqu'à 225 000 € de versement. Donc il y a un moment, pour lui, il est monté jusqu'au maximum des plafonds, et après ça a été limité. Et quand je dis coté et non coté, un entrepreneur qui ne possède pas plus de 25% de l'entreprise avec, attention, c'est un groupe familial, donc c'est avec ses enfants, ses parents, enfin c'est un groupe en fait. Oui, je comprends. Il ne faut pas lui et sa famille... Le conjoint, les parents, les enfants. D'accord. Donc ascendant, foyer. descendant, le foyer. Il ne faut pas que ça dépasse 25% du total de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on a le droit d'y loger des parts de nos côtés dans le PEA. Et le gouvernement a fait cet outil donc pour inciter à l'investissement, mais ils ont quand même donné une carotte en échange, qui est des avantages fiscaux que nous n'avons pas sur un compte titre par ailleurs. Bon, justement, il faut rappeler aussi là, le traitement fiscal du PEA et du PEA-PME également, Pascal. Je précise juste qu'il existe également un PEA jeune. Ah c'est la discussion qu'on avait, effectivement, PEA Merci jeune. Pascal. Pour les enfants qui sont rattachés au foyer fiscal, on peut y mettre jusqu'à 20 000 € entre 18 et 25 ans, et ensuite ça devient un PEA classique qu'on peut abonder. Et néanmoins, je trouve ça très bien de le rappeler, parce qu'on parle d'information.
le mieux pour s'informer, c'est de mettre un pied, d'investir et de comprendre. Et je trouve que ça forme très très bien la génération d'après aussi. Donc c'est très bien de le faire aussi. Ouvrez des livrets A pour vos enfants. N'oubliez pas de leur ouvrir un PEA jeune aussi à 18 ans. Pour investir. Ouais. Exactement. Et donc, les avantages fiscaux de ces enveloppes, quand on crée un PEA, les 5 premières années, si jamais on veut faire un rachat sur le PEA, on est soumis à fiscalité. Donc, c'est 12,8 plus les prélèvements sociaux. Ça revient à 30%. Par contre, ça entraîne la clôture du plan. Donc, on a tout à fait intérêt à attendre que les 5 ans passent. Après 5 ans, on peut faire des retraits partiels du PEA. Et seulement les prélèvements sociaux sont dus. Donc, à ce jour, 17,2. Ouais. Et ça n'entraîne pas la clôture. Fiscalement, c'est quand même très attractif comme enveloppe. Sur la poche d'actions qui détenait en direct ou nominatif, comme on dit, Pascal, il y a une fiscalité différente. Là, on retombe dans la flat tax, donc toujours les 30%, et en l'occurrence, dans son cas, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc ça lui coûte 34% de frottement fiscal sur cette portion-là. Bon, quel est le travail que vous avez effectué justement là sur la base de cette allocation, en tout cas des enveloppes et des montants qui étaient alloués dans ces enveloppes? Alors, sur les actions qui étaient détenues en nominatif, qui sont devenues donc des liquidités sur un compte titre, on lui a proposé de souscrire un contrat d'assurance vie. Alors, il y a, on va dire dans son cas, dans le cas de tout le monde et dans son cas en particulier, 3 avantages. C'est une enveloppe qui capitalise également. Donc, tant que vous ne retirez pas d'argent, il n'y a pas de fiscalité qui est due. Il y a des avantages successoraux aussi. On est mieux traité que dans une succession classique, puisque toutes les primes qu'on verse avant ces 70 ans sont considérées comme hors succession, avec un barème beaucoup plus avantageux. Et dans son cas, c'est aussi l'accès au fonds général en euros de la compagnie d'assurance. Pour rappel, c'est un produit garanti en capital qui rémunère mieux, un peu mieux que les solutions d'épargne traditionnelles. Et comme sa fiscalité sur la plus-value d'épargne nominative va être due en 2022, fin d'année, en fait, il peut y loger la portion dans le fonds euro pour la faire fructifier en attendant de devoir payer sa fiscalité. L'autre partie du contrat, c'est ce qu'on appelle des unités de compte. Donc, on lui fait un plan d'investissement dans cette portion-là, très diversifié, sur les marchés financiers. C'est quoi l'équilibre dans l'assurance vie là, que vous avez mis en place pour lui? 35% dans le fonds euro, c'est vraiment la somme due pour la fiscalité, 65% dans la portion unité de compte. Et sa particularité, c'est que comme le plan d'épargne en action a vocation à investir uniquement en actions européennes, dans le contrat, on a décidé de faire une allocation qui est complètement en dehors de l'Europe. D'accord. Et on joue la portion, par exemple, action américaine, relativement faiblement, parce qu'on ne veut pas non plus le surexposer à la classe d'actifs. D'accord. Et encore moins 100% à la zone géographique. Donc on diversifie avec des fonds obligataires, des fonds diversifiés et la poche action américaine aussi. D'accord. Sur les enveloppes PEA, quel est le travail que vous avez pu faire, Pascal? On est dans un contexte de marché qui est ce qu'il est aujourd'hui, où beaucoup d'investisseurs se posent des questions, et pas des moindres, et beaucoup de facteurs de risque et de volatilité sont en train de revenir aussi aujourd'hui dans les discussions. Donc quand on se retrouve face à un client qui a 56% de son patrimoine final, qui est logé aujourd'hui dans ces enveloppes, on ne va pas lui dire d'aller investir 56% en actions européennes en 3 jours. Ce n'est pas du tout ce travail-là qu'on fait. Donc le travail qu'on va faire, on va respecter la nature de l'outil qui consiste quand même à aller acheter des actions européennes, mais on va le faire premièrement très progressivement. Et finalement, la poche de cash qu'on va garder pour lui, on la gardera au sein des enveloppes pour au final rééquilibrer l'allocation. À l'issue des 5 ans, donc pour lui c'est 2024, tout est possible d'ici là, on commencera à faire des retraits partiels sur le PEA, il paiera ses prélèvements sociaux et on aura tendance à abonder l'assurance vie parce qu'il y a les avantages successoraux, je comprends, et puis la diversification de classes d'actifs qui est beaucoup plus forte que sur un plan d'épargne en action. Donc vous dites tranquillement, progressivement, c'est l'assurance vie qui va venir englober son allocation d'actifs. C'est ça, pas en totalité, parce qu'on gardera les PEA, de nouveau, c'est vraiment un très bon outil, mais la poche principale pour lui restera le contrat d'assurance vie, parce que les avantages qu'il peut en retirer sont un peu plus importants que ce qu'il y a sur le PEA aujourd'hui. Au moment où on se parle, là, quelle est l'allocation que vous avez définie? Enfin, si on regarde justement l'allocation générale à travers toutes les enveloppes. Il aura à peu près 60% d'actions, c'est une allocation 60-40. On sera entre 40 et 45 quand même en actions européennes. Donc on fera attention, on sera précautionneux. Il y aura en plus une petite poche sur des PME ETI, parce que ça c'est la vocation du PEA-PME. Et le reste, en fait, on aura 15% de fonds euros qui correspond à la poche qu'on doit payer à la fiscalité. Et on aura à peu près 15% d'actions américaines. On peut mettre des actions suisses aussi dans cette poche-là, qui ne sont pas non plus éligibles au PEA. Et le reste, ce sont des stratégies obligataires et fonds alternatifs, fonds diversifiés. Alors, on m'avait expliqué, là, ces petites parenthèses sur le PEA, mais que à travers notamment des fonds indiciels,
à travers des mécanismes de réplication particuliers, Absolument. on pouvait, à travers des ETF, investir sur le Nasdaq ou le S&P 500, Tout à fait. en faisant en sorte que le produit soit bien sûr éligible au PEA. C'est ça. En fait, c'est un code ISIN FR. Ouais. Donc, de facto, c'est éligible, Ah ouais. parce que c'est le siège C'est ça. de l'ETF Ouais. de l'Union européenne. Et effectivement, un ETF réplique en fait un indice. En général, il le réplique en achetant physiquement les titres. Là, dans le cas du PEA, il le réplique de manière synthétique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un émetteur qui va acquérir les titres via des mécanismes de produits dérivés. Donc on est quand même dans une configuration un peu différente. D'accord. Pour cette raison-là, C'est un produit un peu plus complexe que l'ETF simple. c'est ça, et ça peut porter un risque de contrepartie. Donc dans l'absolu, oui, on peut le faire, ça existe. Et dans le cas de ce client, c'est bien de le faire parce que ça nous aide à mieux diversifier aussi son patrimoine. Après, moi, je garde quand même un peu de parcimonie dans ces solutions, justement parce qu'on peut avoir un risque de contrepartie qui est plus fort que quand on achète un ETF classique. L'allocation telle que vous l'avez définie aujourd'hui, à partir de quand est-ce qu'elle pourra ou à partir de quand est-ce qu'elle devra évoluer, peut-être en fonction des objectifs de vie de la personne, de votre client? Absolument, c'est quelqu'un qui est jeune, il pourra peut-être tenter une aventure entrepreneuriale dans le futur. A priori, sur cette société, il a vendu aujourd'hui, donc il ne va pas pouvoir de nouveau monétiser la part qu'il a dans la société actuelle. Mais très clairement, nous, aujourd'hui, on va l'accompagner pour monter tout son patrimoine financier qui pourra servir une fois qu'il ne sera plus salarié à sa retraite. Donc c'est vraiment de l'aider à financer son futur train de vie et puis aider, je pense, des clients à créer des enveloppes de retraite par capitalisation me semble assez judicieux dans le contexte actuel et de ne pas se contenter uniquement de la future retraite qu'on pourra obtenir par les salaires. Bon. À ce titre, on fête les 2 ans du PER aussi. C'est un produit alors là, Absolument, qui a connu un très grand succès sur 2 ans, peut-être historique. Je ne sais pas s'il y a des enveloppes qui ont connu un tel succès comme ça entre leur lancement et les 2 premières années. À juste titre, d'ailleurs, parce que justement, retraite par capitalisation est un vrai sujet aujourd'hui et une interrogation que beaucoup se posent. C'est un très très bon outil aussi. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission avec sur plaisir. le sujet. Charles-Henri, 30 secondes Oui, pour conclure. le PER, c'est un gros succès, mais il faut. Moi, ce que j'aimerais, c'est savoir quelle était la part maintenant de stock qui était dans les Madelins et autres, et les nouveaux entrants. Je comprends. Voilà. Donc, on dit que c'est un vrai succès, c'est normal, mais il y a eu beaucoup de transferts. Il y a un stock qui a été transféré. Bien sûr. Il y a un gros stock qui a été transféré, et je pense qu'on est autour de 75-25% de stock transféré. Il y a 25% de flux nouveaux et 75% qui étaient du stock. C'est la même chose sur le label Relance, quoi. Je veux dire, on pourra reparler aussi. Bon, c'est bien, ça nous tease les prochains rendez-vous avec vous deux. Merci beaucoup, Pascal Sévy, team manager chez Oddo BHF Banque Privée, qui était avec nous en plateau, et Charles-Henri Dovini, je le rappelle, le président de la F2IC, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.